Tu es une bonne épouse. Est-ce que tu es épanouie? C'est une question compliquée, hein. C'est comme ça qu'on gâte les mariages déjà, hein. En tant que parent autiste, on vit des choses difficiles. C'est une mission que je porte. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un autiste. Je vois tous les parents dire oui, elle a perdu sa gourde, c'est le premier jour de la rentrée, c'est pas lié à l'autisme forcément. Comme on le dit, les bons leaders se posent les bonnes questions. Si je pense que j'ai de la valeur, j'ai de la valeur. Mais ce que l'autre pense de moi ne me définit pas. Je considère l'échec comme un apprentissage. Mais on ne nous a pas appris à rêver. Je suis pas d'accord avec toi, on nous a dit de rêver à un bon mari. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Napoufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Bien sûr, je suis Napoufal et je vous demande de ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche afin de bénéficier de nos contenus de développement de formation gratuitement. Alors aujourd'hui, je suis très contente. J'ai ma petite sœur chérie, Aminata. Comment vas-tu, Aminata? Je vais très bien à vous. Tu vas bien? Je vais bien. Alors, je vais vous raconter la petite histoire avec Aminata. On a enregistré le podcast il y a plus d'1 an. C'était la première interview que j'ai faite. Eh bien, vous savez quoi? Malheureusement, le bon Dieu a fait que quand, entre Daniel et Roland, je sais pas qui a mélangé mon affaire, entre les deux, l'interview n'est pas arrivée. L'interview s'est gâtée. Mais c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Je pense que c'est le bon moment. Dieu a décidé que c'était maintenant. Ouais. Et je suis contente de te retrouver. Comment vas-tu? Je vais bien. Alors, dis-moi. Contente de te retrouver aussi, hein. Alors, présente-toi. Dis-moi, qui es-tu? Alors, je suis Aminata Ouattara. Je suis maman. Avant toute chose, je suis coach professionnel certifié et j'accompagne aujourd'hui les femmes à se révéler, à se découvrir, à briller. Et je suis très contente d'être en ta compagnie, chère grande sœur. J'adore quand tu dis à briller. C'est que pour moi, le briller, c'est très important. Alors, Aminata, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais? Quelle est ton histoire? Alors, qu'est-ce qui m'a amené? Je reviens de loin, tout de même. On va dire quoi? Ça remonte peut-être à une dizaine d'années. J'étais encore salariée dans le secteur bancaire et j'avoue que tout se passait bien. Un bon salaire, de bons avantages. Et puis, je tombe enceinte. Voilà, de mon premier. Et 3 années après, j'apprends qu'il est autiste. J'apprends qu'il est autiste et c'est vraiment douloureux. C'est une période douloureuse pendant 6 mois, dépressive. J'ai du mal à accepter. Je suis dans le déni. Et il a fallu que je rencontre une coach qui est devenue une de mes mentors aujourd'hui, qui m'a fait prendre conscience que peut-être que ce qui est arrivé, c'est que je vis en ce moment était arrivé pour une bonne raison. Et qu'il y avait peut-être quelque chose de plus grand derrière. Et moi, quand il me dit ça, c'est comme un déclic. C'est comme si je recevais à ce moment-là un coup de marteau. Et je me dis, peut-être que oui, au final, que c'est arrivé pour une bonne raison. Et à ce moment-là, ma perception par rapport à la situation change. Et quand ma perception change, les choses changent. C'est-à-dire de ce trou noir dans lequel j'étais, à cette époque-là, je recommence à me poser les bonnes questions et je recommence à me dire, oui, peut-être que c'est arrivé pour une bonne raison, peut-être que ce que je vis aujourd'hui est certes douloureux, mais s'il y a quelque chose de plus grand qui se cache derrière, je suis prête. Je suis prête, je m'ouvre et j'accueille cette grandeur-là qui arrive certainement. Donc voilà un peu. Et comment je me retrouve dans le coaching, je me familiarise au coaching, j'expérimente personnellement le coaching et je vois à quel point c'est quelque chose de puissant. Je vois à quel point je suis impactée moi-même de ce mindset négatif, plein de négativité. Je commence à reprendre des couleurs, je commence à m'illuminer, je commence à me découvrir. Je commence à prendre conscience de ce que je pouvais faire. Et là, je prends conscience en même temps que l'environnement dans lequel j'évoluais à cette époque-là, cet environnement ne me valorisait pas suffisamment pour ce que je pouvais apporter. Et là, c'est un conflit qui commence un conflit intérieur qui naît. Et je rentre dans ce processus, je me fais accompagner, je commence à m'informer.
Et à un moment donné, je prends la décision de partir du salariat et de pouvoir accompagner aussi d'autres femmes qui sont passées par où je suis passée, qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui ont du potentiel, mais qui ont peur de se mettre en avant, qui ont peur de s'affirmer. Et moi, je les comprends parce que j'ai vécu ça. Je les comprends parce que je suis passée par là et je sais ce que ça peut être. Je sais comment ça peut éteindre une lumière. Et depuis, on va dire quoi, 5 années, je prends plaisir à accompagner d'autres femmes, à mettre en avant leur histoire, à la raconter sans avoir peur et à l'accueillir surtout comme une bénédiction. Parce que pour moi, une histoire, une situation douloureuse, un fait marquant, aussi douloureux ou moins douloureux, ça pourrait être une bénédiction. Ouh, excusez-moi, j'ai oublié le réveil de mon téléphone. C'est pas grave, je vais gérer ça au montage. Alors, merci beaucoup, Aminata. Je note que, bon, moi, je t'ai rencontré il y a quelques années, je sais plus, ça fait plusieurs années. Oui, quand même, hein. On va dire 5 ou 6. 5 ou 6 ans. Et puis quand tu disais, tu avais écrit le livre aussi sur l'autisme, dont tu m'as demandé d'écrire la préface. Et j'aimerais qu'on parle de l'autisme quand même pendant cette session, quand on en discute, parce que je pense que c'est important que les parents, moi je vois à l'école de Suleiman, hein, et il y a une coïncidence extraordinaire, c'est que nos enfants ont le même nom, qui sont autistes, ont le même prénom. Voilà, c'est Dieu qui a voulu ça. Et tu es venu vers moi. Tu as aussi une très belle âme. Tous les gens qui viennent ici sont des belles personnes, avec de belles âmes, généreuses, vraiment une personne ancrée qui a confiance en elle. Et c'est qui tu es. Hein. Je veux pas t'à la boue, tu me connais. Comme je disais à d'autres, j'ai dit c'est mieux quand je parle pas, c'est mieux. Parce que si je parle pas, c'est pas bon. Donc, et tu es vraiment investi de ta mission, tu vois. Et je vois, je te connais depuis plusieurs années, et je vois une personne qui a grandi. J'aime beaucoup la personne que je rencontre aujourd'hui, qui est encore plus grande que la personne que j'ai rencontrée l'année dernière ou l'année d'avant. Et je suis très contente de voir. Je sens qu'il y a de la maturité, il y a un chemin parcouru, il y a une sérénité. Oui. Je suis pas en train de te psychiatriser, hein, mais je te dis juste ce que je ressens. Et donc, c'est important ce que tu dis, parce qu'en tant que parent d'autiste, on vit des choses difficiles. Oui. On se dit, il faut que mon enfant s'en sorte. Et on se rend pas compte que c'est une leçon. Et je vois à l'école de mon fils, il y a des parents qui sont totalement découragés. Je rencontre beaucoup et je leur dis finalement, acceptez le décret divin. L'enfant est venu là parce qu'il est venu pour nous apprendre des choses. Et je pense que tu en es l'exemple. Nous en sommes des exemples, mais tu le personnifies bien. L'autisme de ton fils a été une opportunité dans ta vie. Est-ce que tu peux développer? Waouh. Oui, pas plus tard qu'hier, j'en parlais à un couple de femmes. Je leur ai dit, s'il y a une chose dont je suis certaine, à 99%, c'est que si mon fils n'avait pas été diagnostiqué autiste, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Parce que ça m'a permis de travailler mon caractère, de cette personne peu confiante que j'étais aujourd'hui. Je suis devenue une personne confiante, qui n'a pas peur d'aller à la conquête de ses rêves. J'étais une personne très impatiente et avec l'autisme, tu n'as même pas le choix, tu es obligé d'être patient. Et aussi cette résilience-là, parce que on le vit au quotidien. Il y a des situations qui arrivent parfois avec lui, tu as juste envie d'éclater en sanglots, d'abandonner. Mais tu te dis, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Tu peux. Il y a des moments où tu flanches, où tu veux pleurer, où tu pleures même. Mais quand tu finis de pleurer, tu te relèves, tu te dis, c'est une mission que je porte. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un enfant autiste. Merci, on a cette chance. Quelle bénédiction. Une bénédiction. C'est une bénédiction pour moi parce que ça m'a permis d'être meilleure. Ça m'a permis de pouvoir aussi porter cette mission-là, celle d'accompagner d'autres femmes. Et je pense que je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas vécu cette situation. Ça, c'est sûr au moins. Merci. Alors, je note ce que tu dis. Hein. Tu as parlé, ça t'a donné plus de confiance, plus de patience et plus de résilience. Ce sont les 3 points. Ça t'a vraiment permis, même si des fois tu as envie de lâcher, tu ne peux pas. Comme on dit, les enfants ne repartent pas d'où ils viennent. Et on a décidé d'assumer. D'assumer et d'avancer malgré tout. Et d'avancer. Et
Quel rapport tu as aujourd'hui en tant que maman autiste, dans ton enfant autiste, face à l'autisme? Alors, il y a des journées où tu te lèves, tu vis des situations, tu sais, genre, j'ai quatre enfants aujourd'hui. Mhm. Et parfois, Clément, il ne comprend pas ça. Il peut s'avérer violent. Il peut être violent, il peut faire preuve de violence à l'endroit de ses frères et sœurs. Et la seule chose que tu as envie de faire à ce moment-là, c'est peut-être de le frapper, de le corriger, plus ou moins pour ne pas qu'il le fasse. Mais en même temps, tu sais au fond de toi qu'en le faisant, tu aggraves la situation parce que il devient encore plus hyperactif, il devient encore plus difficile à gérer. Excuse-moi, c'est lui l'aîné? C'est lui l'aîné. D'accord. Et donc, on gère le quotidien de cette manière-là. Et même à l'école, par exemple, on avance aujourd'hui. Cette année, il est au CM2, il va passer l'entrée en 6e. Mais même hier, il a perdu un de ses cahiers. Bon, moi, c'était pas autiste qui perd. Hein. Moi, j'étais pas autiste, je perdais tout. Hein, donc, faut pas non plus on exagérer. Hein. Je vois tous les parents disent oui, elle a perdu sa gourde, c'est le premier jour de la rentrée. C'est pas lié à l'autisme, forcément. Non, mais avec lui, parce qu'il y a en termes de concentration, on n'est pas encore à la cible. Et donc, il faut vraiment surveiller ça. Mais en même temps, ça me permet moi aussi de pouvoir être présente, de m'intéresser, de m'impliquer surtout, d'échanger avec lui énormément pour que, voilà, on s'assure qu'on se comprend. Et personnellement, je le vis bien. Et comment ça se passe avec les plus jeunes, les autres, comment ils le vivent? Aujourd'hui, ils ont compris. Les deux intermédiaires, ce sont des filles qui sont entre Slimane et le plus petit. Elles ont compris, en fait. Elles comprennent que il est quand même différent. Et donc, elles essaient d'apporter, elles aussi, leur aide. Donc, parfois, même en classe, la maîtresse de Tamara, qui est au CM1, qui dit à Tamara, veille sur ton grand frère de temps en temps, assure-toi qu'il a tous ses cahiers parce que parfois il arrive en classe et on se rend compte qu'il y a un cahier qui manque, on est obligé de copier la leçon dans un autre cahier ou bien sûr on fait qu'il puisse recopier. Et depuis, elle a cette responsabilité-là et elle le fait avec grand Oui, les plaisir. filles sont toujours gentilles de toute façon. Hein. Je n'ai pas dit que les garçons sont pas gentils, mais les filles, elles sont gentilles. Oui, et elle le fait avec énormément de plaisir, de savoir que voilà, elle veille sur son frère et tout. Et ça se passe bien. C'est vrai que parfois, elles aussi, hein, elles sont énervées parce qu'il en fait un peu trop par moment. Mais bon, après, quand on leur explique, vous savez pourquoi, essayez d'être un peu tolérante, bienveillante. Et finalement, ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien et on arrive à gérer comme ça, à avancer malgré tout. Et pour moi, c'est ça le plus important. Le progrès on fait tous les jours, malgré les challenges, malgré les vicissitudes, on avance et pour moi, c'est ça. Le progrès. Ouais. Et merci beaucoup. C'est important ce que tu dis parce qu'il y a aussi beaucoup de parents d'enfants autistes qui Ouais. me suivent hein, et de parents d'enfants qui ont des challenges, hein, pas forcément autistes, mais trisomiques ou d'autres pathologies. Ouais. Et je pense que les enfants viennent pour nous enseigner des messages et pour nous donner des messages. Et je pense que c'est important ce que tu dis et comment aussi gérer ça. Ouais. Et aujourd'hui, ça t'a amené à travailler, ça t'amène à travailler beaucoup sur l'épanouissement des femmes. Oui. D'accord? Oui. Peux-tu m'en dire un petit peu plus? Est-ce que tu accompagnes que des femmes ou tu travailles aussi avec des hommes? Principalement en coaching, c'est que des femmes. D'accord. C'est que des femmes parce que comme je le disais, je me sens plus connectée à elles. Parce que pour la plupart, ce qu'elles vivent aujourd'hui, qu'elles soient en entreprise ou pas, ce qu'elles vivent aujourd'hui, c'est des situations qu'on a vécues pour la plupart. Bien Il sûr. y a cette connexion-là. Et donc, moi, quand je rentre dans cette mission, tout ce que j'avais vécu par le passé, ça reste une bénédiction, bien entendu. Mais quand je découvre qui je suis, c'est que je peux apporter cette lumière que je représente. Je me dis, waouh. Ouais. Je me dis, waouh, c'est une grâce. Parce que tout le monde n'arrive pas justement à découvrir sa mission. Et finalement, comme Raphaël le dit souvent, on vit au hasard. Raphaël qui a son podcast ici, hein, donc n'hésitez pas à le suivre. On vit au hasard
Et chaque jour, on se lève sans avoir une orientation et sans à sa vie. On fait les choses de manière hasardeuse. Et moi, j'ai compris en fait que l'univers est abondant. Et l'univers ne peut pas être contre nous. C'est-à-dire, on est là, c'est pas pour être malheureux, on est là pour être heureux, on est là pour être en paix, on est là pour être épanoui. Et on n'a qu'une seule vie, on n'en a pas deux. Donc, pourquoi est-ce qu'on laisserait passer cette unique vie qu'on a, passer à côté de cette vie, en faisant des choses avec lesquelles nous ne sommes pas alignés? Alors, beaucoup de professionnels ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis, hommes ou femmes d'ailleurs. Hommes ou femmes d'ailleurs. Comment est-ce qu'ils peuvent être heureux, épanouis comment qu'est-ce que tu peux donner à mon audience aujourd'hui qui te suit pour qu'ils puissent atteindre certains... Pour moi, la première étape, vraiment la première étape, c'est une question de décision. On décide. Je me lève le matin, je fais le choix d'être heureux ou de ne pas l'être. Parce que s'il y a une chose qui dépend de nous, c'est ça. Peu importe ce qu'on a aujourd'hui comme ressources, et pour moi, l'épanouissement n'est pas forcément lié à la quantité de ressources qu'on a. C'est une question de mindset, c'est une question d'intérieur. Je suis épanouie, je fais le choix d'être épanouie ou de ne pas l'être. Et moi, chaque matin, quand je pose les deux pieds au sol, je me pose cette question. Est-ce que je choisis d'être épanouie ou non? Et donc, cette décision-là nous appartient. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour moi, il y a l'intention derrière. En toute chose, il faut être... Le choix, ensuite l'intention, d'accord. Oui, l'intention. La troisième chose, c'est trouver du sens à ce qu'on fait. Je ne dirais pas forcément trouver sa mission de vie. On peut ne pas être dans sa mission de vie, mais réussir à donner du sens à ce qu'on fait. Tout à fait. Et à partir du moment où on donne du sens, on trouve le pourquoi des choses, pourquoi je fais ce que je fais. Automatiquement, ça change les choses. Comment je fais pour donner du sens aux choses? Enfin, je te pose la question parce que c'est la question qui se pose. Alors, je prends un exemple. On est sur ce podcast. Quand tu m'as appelé la semaine dernière pour me dire, Aminata, on réenregistre notre émission et tout. La question, c'est pourquoi est-ce que je viendrais faire ce podcast? La première chose, c'est que je t'aime. Tu es inspirante. Et je sais que en le faisant, on va apporter énormément de valeur à d'autres personnes. Merci. Et donc, avec grand plaisir, je réponds oui. Après, quelqu'un te demande, Aminata, est-ce que tu pourrais venir faire telle ou telle chose? C'est la même chose. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est en accord avec ce qui compte pour moi, mes valeurs et tout? Si c'est non, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'irais le faire. Est-ce que ça a du sens? Et beaucoup de personnes aujourd'hui se laissent influencé par l'environnement extérieur, c'est-à-dire on le fait parce que ça va faire plaisir aux autres. Oui, ça, c'est... Et donc finalement, tu t'effaces, même si ça ne t'épanouit pas, tu ressens cette obligation de le faire parce que tu n'es pas capable de dire non. Parce que tu n'oses pas le dire, ou si tu le dis, je serais peut-être la mal aimée, mais à la limite, j'ai envie de dire, tant pis. C'est tout. Tant que toi, ça te rend épanoui, tant que tu ne fais pas de mal à quelqu'un, tant que c'est en accord avec tes valeurs, tu y vas. Mais si ça ne t'épanouit pas, ça n'a pas de sens pour toi, c'est en désaccord avec tes valeurs, mais tu le fais parce que ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre, à quoi ça sert? Donc pour moi, c'est ça. Mais est-ce que ça te rend heureux aussi? Parce que dans l'épanouissement, il y a cette tentation qu'on ressent quand on le fait, ça donne du sens, ça me met en mouvement, ça me prend pas, comme on dit, par les tripes. Est-ce que il y a tout ça dedans? Donc moi, je choisis aujourd'hui ce qui me rend épanoui. Je choisis aujourd'hui ce qui m'apporte de la paix. Je choisis aujourd'hui ce avec quoi je me sens alignée. Les personnes qui m'apportent, les personnes qui me valorisent, les personnes avec lesquelles... Même si tu m'appelles à 1h du matin, tu me dis, Aminata, est-ce que on pourrait... Je viens parce que je sais qu'en ta compagnie, je vais grandir. Je sais que tu me valorises. Je sais que tu m'apportes forcément quelque chose. C'est réciproque d'ailleurs. C'est avec énormément de plaisir en fait que je répondrai toujours. Et donc pour moi, je me dis, c'est important. Et merci d'ailleurs pour ton soutien avec mes coachés là. Après que tu as coaché. Moi, je disais ça à Serge, je dis je rêve de plus de collaboration. Je trouve que
Les hommes collaborent entre eux, mais je trouve que les Ouais, femmes ne les collaborent pas femmes ont beaucoup. du mal encore. Je trouve Les que les femmes- femmes ont énormément de mal encore. Après, c'est clair que on a différentes personnalités. Ça, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Après, au niveau valeur, c'est des choses aussi qu'on va regarder forcément. On peut commencer à collaborer avec quelqu'un, on se rend compte qu'au niveau valeur, peut-être qu'on n'est pas. Ça, je l'ai vécu. Et tu l'as certainement vécu aussi. Oui. Et donc, du coup, tu as des réserves par rapport à ça. Tu n'arrives pas, en fait, à te donner, à te déployer comme ça doit être et tout. Et donc, finalement, Tu n'es pas authentique. voilà, tu manques Authenticité d'authenticité. parce que tu n'es pas en sécurité. Tu n'es peut-être. pas en sécurité. Donc, moi, je me dis, oui, peut-être que le but aussi, c'est pas d'avoir toutes les collaborations, Ah non, soit de bien sûr. se jeter sur Of toutes les course. collaborations, mais de savoir choisir collaborer, de savoir avec qui je collabore, pourquoi je le fais d'ailleurs. Ça aussi, c'est important, le pourquoi. Et en tout cas, moi, je prendrai plaisir à collaborer avec des... Merci déjà, on a déjà collaboré. J'espère qu'on le fera encore. Donc merci d'avoir collaboré avec moi. Alors, moi j'ai une autre question pour toi. Aujourd'hui, quel est le plus grand challenge des femmes que tu accompagnes? Wow, la confiance en soi. Tu as vu, hein, c'est toujours ça. La Comment ça se manifeste? confiance en soi. Et Nabou, moi, dernièrement, c'est-à-dire aujourd'hui avec le temps, quand je prends du recul, j'ai une autre façon d'aborder la question de la confiance en soi. Je me dis, on a tendance à dire c'est la capacité à faire quelque chose, à pouvoir faire telle et telle chose. Mais moi, je l'aborde aujourd'hui différemment. Pourquoi? Parce que je me dis, on peut recevoir une idée, c'est-à-dire être inspiré par une idée. Et cette idée-là vient pas parce qu'on a les capacités. Non, on peut ne pas avoir les capacités, mais si on l'a reçue, ça veut dire que quelque part, il y a une force plus grande que nous qui va nous aider à accomplir en fait cette chose. Et moi, je me laisse guider énormément par cette inspiration. Quand je reçois une idée, plutôt que de m'asseoir et me poser la question de savoir est-ce que je suis capable de le faire, j'y vais avec toute la foi qui va avec. Parce que je me dis, si c'est arrivé, c'est parce que quelque part, l'univers souhaite que ce soit moi qui l'accomplisse. Et si c'est ça, j'y vais avec toute la foi, avec mes possibilités à moi et l'impossible. Je le confie en fait à celui-là même ou à l'univers qui m'a envoyé cette idée. Et donc ça fait que les choses se passent super bien. Et c'est ce que je dis souvent, je dis, arrêtons de vouloir être dans le contrôle excessif des choses. Parfois, on a besoin de s'ouvrir à l'inconnu. On a besoin de comprendre qu'il y a une force plus grande que nous qui peut porter. C'est que nous, on ne peut pas porter. Et donc, quand moi je vais maintenant, je vais avec ce que j'ai, la force, c'est que je peux, mes possibilités. Et l'inconnu, l'impossible, je le confie à l'univers. Et il gère toujours. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Ce que tu décris là, moi, je le vois comme, est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est le pouvoir de l'intuition qui doit, on ne s'écoute pas et comme tu dis, on intellectualise. Oui. On se dit, oui, je veux faire ça, et je le vois avec beaucoup de personnes qui ont des programmes, mais ils anticipent les problèmes avant qu'ils arrivent. Ils ne se laissent pas aller dans la chose. Est-ce que tu appellerais ça de l'intuition? Oui, il y a de l'intuition dedans parce que généralement, ce qu'on reçoit, ce par quoi on est inspiré, c'est cette petite voix qui vient comme pour nous souffler à l'oreille, qu'on dit, vas-y, fais ci, fais ça. Il y a énormément d'intuition là-dedans. Et à partir du moment où tu commences à te laisser inspirer, parce que comme on dit, l'inspiration vient de l'intérieur, l'intuition joue énormément. Et je dirais, est-ce que je vais compléter, tu dis l'intuition, mais après, quand tu avances, je dirais tu es guidé par une foi intérieure. Une foi. Une foi intérieure inébranlable. Les capacités, tu peux ne même pas les avoir. Ça, tu peux les louer, tu peux les payer, ça, c'est pas un problème. Mais la force qui doit t'accompagner au quotidien à concrétiser cette idée, ce projet-là, tu ne peux pas
être en fait celle qui gère tout, celle qui porte C'est tout. pas possible. Non. Il y a des compétences, il y a des personnes qui ont les compétences. Et à la fin, en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, mais c'est quand même, je viens de le faire. Tu es étonné, mais tu te rends pas compte que cette force-là, c'était pas toi en réalité. Ce n'était pas toi, c'était plus Absolument. grand que toi. Ça me parle, ça me rappelle une amie qui est peintre, qui est de Sao Tomé, qui s'appelle Aissata Pinto da Costa, et qui a écrit un jour, je suis devenue peintre en peignant. Elle a commencé à peindre, elle n'avait pas particulièrement de talent, mais elle ne savait peut-être même pas dessiner, je me rappelle. Mais elle est devenue une très bonne peintre, très grande peintre qui expose à New York, un peu partout, en peignant. Et ça me rappelle ça. Et je disais toujours, je suis devenue écrivain en écrivant. C'est en faisant qu'on essaye. Oui. Bien sûr, on essaie d'atteindre, de le faire bien, parce que il faut pas non plus qu'on soit dans la médiocrité. Ouais, bien sûr. Parce que le problème, c'est que quand on dit ça, les gens, ah, ben, je vais faire, ils vont faire, mais pour Ça faire. s'améliorer. Voilà, c'est ça. Il faut aussi aller vers Oui. la compétence, l'excellence, recruter les bonnes Tout à compétences, fait. voir comment est-ce qu'on peut tendre vers l'excellence. Moi, je ne crois pas en la perfection, elle n'existe pas, mais, Oui. mais vers l'excellence et faire de son mieux pour délivrer de la qualité, c'est important. Comment est-ce que on peut transposer ce que tu as dit là dans un environnement professionnel? Un professionnel aujourd'hui qui peut douter de lui, comment est-ce que tu peux transposer ce principe lié à la confiance en soi dans un environnement corporate, je dirais? Oui. Et ce que j'ai envie de dire avant de partager en fait mon avis sur ça, c'est que sur moi, aujourd'hui, c'est que j'ai appris pendant ces 6 ou 7 dernières années, si je les avais su avant, peut-être que je n'aurais pas besoin de démissionner parce que je saurais comment faire pour évoluer en entreprise. Oui, parce qu'en entreprise, même moi, j'ai énormément manqué de confiance. Mais ce que je peux dire aujourd'hui à quelqu'un qui a ce challenge-là, c'est déjà de s'ouvrir. S'ouvrir aux autres. Première étape, c'est preuve d'humilité et se dire, oui, je ne sais peut-être pas. Mais il y a des personnes quelque part qui savent. Comment je peux m'approcher de ces personnes-là pour apprendre près d'eux. D'accord. Il y a des aînés, des seniors qui sont passés par où je suis aujourd'hui, qui peuvent me partager leur expérience. Aussi, il faut s'ouvrir à la formation, à grandir, lire des livres, se faire coacher. J'entends souvent les gens dire, oui, le coaching, voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce que je me ferais coacher et tout ça. Mais même les personnes dont on prend plaisir à lire les parcours inspirants aujourd'hui dans les livres, sont des personnes à un moment donné qui se sont fait accompagner, Bien sûr. qui se sont fait coacher. On se fait tous accompagner. Et les coachs encore plus d'ailleurs. Eh oui. Les coachs même sont les rois d'être coachés. Bien sûr. Donc, il faut se faire accompagner. Et il faut aussi avoir une vision. Pour moi, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas atteindre un but que tu ne connais pas ou que tu ne sais pas. Tu serais en train de passer ton temps à tourner en rond. Déjà, qu'est-ce que tu veux pour toi? C'est quoi ta vision pour les prochaines années? Ensuite, trouve les personnes qui peuvent t'aider. Ça va te permettre d'aller plus vite. Soit du coaching, du mentorat, lire des livres, mais trouve des personnes qui peuvent t'aider. Soit regarder des vidéos, regarder Naboufal officiel. Oui, regardez la chaîne de Naboufal parce qu'elle apporte énormément de valeur. Se faire coacher, se faire former. Et s'il y a une erreur également que j'ai vue, c'est important qu'on en parle, c'est que la plupart des salariés aujourd'hui se disent, pour grandir, mon projet professionnel, pour le réussir, il faut que ce soit l'entreprise qui me forme. J'entends, mais tellement. Moi aussi, j'entends. C'est une erreur. Parce que ton projet professionnel, l'entreprise, à la limite, peut t'aider à co-construire ce projet. Mais c'est pas à l'entreprise de construire ton projet professionnel. Donc, tu ne vas pas attendre forcément l'entreprise de te former. De la même manière dont on fait des budgets pour acheter des maisons, pour acheter des voitures, on doit pouvoir faire un budget aussi pour notre croissance personnelle. Et se dire, chaque année, je décide par exemple de budgéter 500 000, 1 million. Pour me former, comme nous le faisons en tant que coach d'ailleurs. Nous le faisons. Donc ça, je pense que ça, c'est une erreur que 90% des salariés font. Ils attendent qu'en entreprise, que ce soit l'entreprise qui les forme. Alors que l'entreprise a un budget de formation, mais c'est en fonction de de la vision stratégique. Ils vont investir dans certaines formations parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Mais toi, personnellement, quelle est ta vision? Quels sont tes objectifs? Et
vers quelle formation tu pourrais aller pour commencer justement à grandir, à te développer. Et dernier point, c'est d'oser. Donc, je récapitule Oser. ce que tu as dit. Tu as dit, la première chose, c'est d'avoir le choix. Le choix. Non, en tant que salarié. Une vision. Non. La vision, c'est venu en dernier. En tant que salarié. En tant que salarié. Voilà. Mhm. La vision, je pense que c'est la première chose. Mhm. Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je vais aller? Avoir des mentors. Des Soit mentors. des gens qui ont déjà fait le chemin Qui ont au sein de fait le chemin. l'entreprise. Exactement. Savoir que son plan de carrière n'est pas lié aux formations que l'entreprise va donner. Se former et être intentionnel dans la formation en se disant, je peux investir dans ma formation. Tout à fait. Je crois que j'ai oublié un quatrième point. Et puis, le dernier point, oser. Oser. Oui. Il faut oser. Il faut oser et se dire, je peux être à cette position, je peux faire ça. Oui. Il y a des opportunités en interne, il y a des postes qui sont à pourvoir en interne, mais il ne faut pas se mettre en arrière. Il faut postuler. Il y a les offres à l'extérieur, peu importe, en fonction de ton projet professionnel, tu postules. Et même si tu n'es pas retenu, le simple fait de prendre l'intention de le faire, ça te met dans une dynamique qui change ta façon de voir les choses, qui change ton mindset et qui te dit, waouh, j'ai quand même pu poser le pas, j'ai postulé, même si j'ai pas été retenu pour C'est tel pas le point. plus important finalement. Pas ça le plus important, c'est que j'ai osé le faire. Je veux qu'on revienne là-dessus parce que ça, c'est un point important. Trop souvent, j'entends les professionnels dire, oui, mais si je suis pas pris, c'est pas grave. Je pense que c'est important que tu leur dises que ce n'est pas grave. Que le plus important, c'est d'oser postuler. Oui. Et je dis toujours, la prochaine fois, ton dossier sera là-bas Oui. et on pourra penser à toi. Tu sais Oui. pas quel jour l'opportunité va venir et quelle clé ça active. Déjà, le fait de postuler, d'avoir osé, ça active quelque chose à l'intérieur de soi. Franchement, ça crée un déclic. On ose, même si ça n'a pas marché, on s'autorise, on se dit, oh, je l'ai fait. Ça, c'est la première chose. C'est une satisfaction personnelle qu'on ressent parce que je n'aurais peut-être pas osé le faire il y a encore quelques temps, mais aujourd'hui, je l'ai fait. Ça, c'est important. Et il faut aussi pouvoir s'autoriser à échouer. Parce que ça ne va pas marcher à la première tentative. Donc, que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Tu as réussi à poser ta candidature. Chose que tu n'aurais pas pu le faire il y a encore quelques mois ou quelques années. Mais tu l'as fait. Ça, c'est une première victoire pour moi. Après, si ça n'a pas marché, tu te poses les bonnes questions. Comme on le dit, les bons leaders se posent les bonnes questions. Tu te poses les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi ma candidature n'a pas été retenue? Et réajuster s'il le faut. Peut-être que c'est la présentation de ton CV. Peut-être que c'est lors de l'entretien, tu n'as pas eu la bonne posture, les questions et tout, et te préparer pour les prochaines fois. Mais le plus important, c'est de retenir la notion de progrès. Je quitte d'un point A où je n'aurais jamais osé le faire et je le fais. Donc, on a progressé. Et on continue dans cette progression, on continue dans l'apprentissage. Et forcément, un jour, ton CV sera retenu et cette opportunité-là, tu vas l'avoir. Tu as parlé comme une vraie maman d'enfant autiste, le progrès. Toujours le progrès. Et c'est important. Le progrès. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a un autre point que je voudrais aborder avec toi, justement à ce propos. Comment est-ce qu'on peut gérer l'échec? On a du mal dans nos sociétés à gérer. On va considérer le fait de ne pas être recruté ou choisi comme un échec personnel. Personnellement, je parlais que de moi. Quand je postule un appel d'offres, franchement, quand je suis pas pris, je passe. Ça me dérange absolument pas. Je me dis, ah ben c'était pas mon tour, mais c'est maintenant. Bon, avant peut-être pas, il y a des années. Maintenant, je me dis, c'est pas grave. Premièrement, peut-être que c'était pas écrit, c'était pas pour moi. Peut-être que j'étais trop cher. Peut-être que ce que je propose ne va pas. Et franchement, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas que je vais me fâcher ou. Comment est-ce que c'est un niveau de conscience qui est difficile à atteindre dans nos sociétés où on prend tout personnellement et on se dit oui, soit la personne ne m'aime pas. Comment est-ce qu'on peut gérer l'échec à ce moment-là? La notion d'échec, le fait de ne pas être choisi n'est pas un échec en fait. Moi, je pense que personnellement, ce que moi j'apprends à faire chaque jour, c'est que je considère l'échec comme un apprentissage. Pour moi, c'est ça. Quand on commence à considérer l'échec comme un apprentissage, on te dit, même si ça ne s'est pas passé comme prévu, j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Quelles sont les leçons que je tire?
Et c'est vrai ce que tu dis parce que on est dans un environnement aujourd'hui où on est tellement influencé par l'extérieur. C'est que les gens disent. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et finalement, ça ramène à un manque d'estime de soi-même. Parce que si je manque d'estime de soi, ça veut dire que le regard que j'ai sur ma personne n'est pas important, mais ce que l'autre a sur ma personne est la chose la plus importante. Et finalement, ce que l'autre pense de moi, c'est ce qui m'affecte le plus. Et je pense qu'on devrait commencer par détacher notre regard sur les autres et comprendre que ce que les autres pensent de nous ne fait pas de nous une personne de peu de valeur, une personne de valeur. Ce que je pense de moi, c'est la chose la plus importante. Si je pense que j'ai de la valeur, j'ai de la valeur. Mais ce que l'autre pense de moi ne me définit pas. Et quand on comprend ça, à ce moment-là, on se dit, peu importe, à la limite, et que les gens peuvent penser, c'est pas mon problème. Mais qu'est-ce que moi je pense de moi d'abord? Et ensuite, je prends des décisions, peu importe le résultat, je l'assume. Que ça se soit bien passé ou non, je l'assume. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les leçons que je tire? Comment je fais mieux pour les prochaines fois? Mais tout est lié au regard que la société a sur nous. Et tant qu'on se laisse impacter par ça, tant qu'on se laisse affecter par ça, naturellement, on aura du mal en fait à échouer parce que la société ne tolère pas l'échec. Pour eux, l'échec, C'est la fin, quoi. c'est la fin. Alors que l'échec, ça C'est un fait commencement, partie. c'est un nouveau commencement. Voilà, c'est un commencement. Et ça fait partie du processus du succès. Mhm. On commence, on échoue, on recommence jusqu'à ce qu'on atteigne le résultat qu'on a envie d'atteindre. Ça fait partie du processus. Tout à fait. Ah, super, merci beaucoup. Alors, les femmes que tu accompagnes, donc tu m'as dit le plus grand challenge, c'est la confiance en soi. On a vu comment on peut regagner confiance en soi et pourquoi. Oui. On a vu dans le cadre d'un professionnel comment est-ce qu'il peut évoluer, améliorer sa confiance au sein en tant que position. Aujourd'hui, j'aimerais bien où tu situes de 1 à 10 si tu devais faire de ton échantillon, de ton échantillon professionnel, personnel, si tu devais situer le niveau d'épanouissement des femmes africaines, quelle serait la note que tu donnerais? En sachant que j'aimerais déjà que tu me donnes ta définition d'épanouissement. Oui. Alors, moi, en termes d'évaluation sur une échelle de 1 à 10, je dirais 6. D'accord. 6, et je pense que là encore, même peut-être, Tu es trop généreuse. gentil, je suis généreuse. Sinon, si on regarde en réalité, peut-être que c'est moins que ça. Pour moi, je dis l'épanouissement, c'est trouver du sens à son existence. C'est faire ce qu'on a envie de faire. C'est se lever tous les matins en ayant le choix, l'orientation qu'on a envie de donner à sa vie. C'est aller à la conquête de ses rêves et se donner les moyens chaque jour de le faire. Parce que on parle toujours des femmes, aujourd'hui, on nous a tellement, si je remontais par rapport à l'éducation qu'on a eue en tant que femme et tout ça, Que femme en tant que femme africaine, ce qu'on nous a appris dès le bas âge, c'est à être des bonnes femmes, à être de bonnes épouses, à être de bonnes mères, parce que tout ce qu'on a entendu qui a berné notre enfance, c'est apprendre à cuisiner, apprendre à faire la vaisselle, à faire le ménage, à tenir la maison, à s'occuper de nos frères et sœurs, pour faire de nous de très bonnes épouses, pour faire de nous de bonnes mères. Mais on ne nous a pas appris à rêver. On ne nous a pas appris à nous autoriser à rêver et à nous donner les moyens d'aller à la conquête de ces rêves-là. Je suis pas d'accord avec toi. On nous a dit de rêver à un bon mari. On peut pas dire ça. On nous a dit de rêver d'être la femme d'un bon mari. Non, je te taquine, hein. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le rêve de toutes les femmes. Aujourd'hui encore, c'est le rêve de toutes les femmes. Oui, c'est triste, mais c'est vrai en plus. Et donc, pour moi, je me dis, à un moment donné, être cette femme épanouie-là, c'est réussir à trouver sa propre voie, à tracer sa propre voie. Ou même si on décide d'être de bonnes épouses, de bonnes mères, mais il faut que ce soit sans sacrifier nos rêves.
Et peut-être Parce que que mon rêve, c'est d'être une bonne épouse, mais tu dois être épanouie dans le mariage. épanouie dans le Et épanouie mariage. dans ma maternité, épanouie. Je suis d'accord. Alors, Aminata, c'est un peu du langage coaching que tu donnes parce qu'il y a des gens qui sont confrontés à des vrais challenges de vie. Oui. Comment est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, c'est vrai, on leur dit oui, il faut rêver, il faut... Mais concrètement, il y a les réalités de la vie. Mm. Il y a les réalités de la vie qui sont là, les gens n'ont pas forcément les moyens de... Mm. Quelle solution tu leur donnes? Alors, Parce que nous, on a l'impression de... Ok, moi je dis, oui, ouais, rêver, c'est super. Mais même nous, on n'a pas tout résolu. On n'a pas résolu tous nos problèmes. J'aime toujours ramener les gens dans la réalité, que c'est pas oui. parce que quelqu'un accompagne qu'il est parfait, que sa vie est magnifique. Non. Il y a aussi des challenges, on est des humains. Et, Pas du tout. Mais justement, on a commencé par nos challenges. Il y en a des enfants qui sont en situation. Oui, oui, de bien crise et sûr. tout. Alors, pour moi, si on revient, comme tu dis, à la notion de rêve, peut-être ramener à la réalité. Rêver, ça ne veut pas dire peut-être chercher forcément à toucher les étoiles. Mais de là où on est aujourd'hui, au moins faire quelque chose qui nous apporte cette sérénité, qui nous apporte cet équilibre, qui nous apporte ce bien-être. Tu vois. Donc, pour moi, tu es une bonne épouse. Est-ce que tu es épanouie? C'est la question. Est-ce que tu es épanouie dans ta vie de couple? Non. Sinon, qu'est-ce que toi tu veux aujourd'hui? C'est une question compliquée, hein. C'est comme ça qu'on gâte les mariages des gens, hein. Eva te dit, je vais partir. Tu fais quoi? Alors que je peux pas. Ma chérie. Non, elles vont jamais non, je t'assure qu'elles vont jamais te dire qu'elles veulent Non, pas. je sais, les Africaines, ouais. Mais après, on peut vivre. Dans tous les cas, la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, la vie même n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, mais le plus important, c'est que chaque jour, je me dis, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les petites actions que je pourrais faire pour commencer à être heureuse à mon niveau? Pour moi, c'est ça. Pour nous autres, peut-être qu'aujourd'hui, c'est en accompagnant d'autres femmes, on est épanoui. Mais même dans nos vies de famille, c'est pareil. On se pose toujours cette question-là. Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour être épanouie? Soit en créant un cercle avec mes enfants pour passer des moments de qualité avec eux, pour organiser des sorties, on n'a pas dit forcément d'aller dans un restaurant qui coûte Bien 100 sûr. 000. Même une sortie au zoo à 1000 francs ou à 2000 Ou au jardin botanique, tout simplement. Les gens Jardin n'y pensent pas. botanique, pour s'aérer, pour se reconnecter à soi, pour se ressourcer, mais trouver des petites activités qui me procurent du bien-être. Moi, personnellement, il y a des jours où je n'ai pas envie d'avoir ni enfant ni mari. J'ai décidé un samedi de sortir toute seule. Je le fais parce que je ressens ce besoin-là. Et on n'a pas besoin forcément d'avoir de l'argent ou une grosse quantité d'argent pour faire ça. Mais le plus important... Si tu n'as pas le transport, non, je te... Je rigole. Non, je te tranquille, je te taquine. Non, je te taquine. Non, mais au final, pour moi, ça reste une question de décision aussi. Notre épanouissement, c'est une question de décision. Et est-ce que ça compte pour nous? Si ça compte pour moi, naturellement, je ne mets pas en place des mécanismes aujourd'hui, des petites actions, des petites activités qui ne vont pas complètement me coûter beaucoup d'argent, mais qui me procurent du bien-être. Si par exemple, je sens le besoin aujourd'hui de participer à des activités avec d'autres femmes, je sors, il y a des activités qui se font à 5 000, 10 000. On ne va pas dire forcément de venir faire pour nous à 500 000 ou bien 1 million. Il y a des activités 10 000. Parfois même 1 000 francs, 2 000. On te dit pour payer juste ton train. Il y a même gratuit, il y a Il y a énormément même de choses qui sont gratuites. Voilà. Aujourd'hui, des conférences, des réunions, des webinaires. Il suffit d'avoir ta connexion Internet, tu vas, tu parles, tu rencontres d'autres personnes. Ça change beaucoup de choses dans ta vie. Ça change. Et donc, pour moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir la décision que tu prends vis-à-vis de toi. Parce que tu t'aimes suffisamment et que tu penses que tu mérites d'être épanoui. Donc, à ce moment-là, tu commences à mettre en place quelque chose. Mais mon plan d'épanouissement à moi n'est pas forcément le plan d'épanouissement. Non, bien sûr. YZ. Et c'est comme quand on parle de cette notion d'équilibre, beaucoup de personnes pensent qu'il y a un équilibre parfait, mais il faut atteindre. Mais mon équilibre n'est pas ton équilibre. Ce qui est important pour moi aujourd'hui n'est pas forcément important pour toi. Donc c'est pareil. Très bien. Non, c'est important d'en parler parce que je connais les gens là, ils vont commencer à commenter. Oui, vous êtes des debout, voilà, en debout. Et des suspendus, et vous connaissez pas dans la réalité des gens. Non,
c'est important Je suis d'accord. tu sais comment ça se passe. Aujourd'hui, donc tu as mesuré l'épanouissement à 6, d'accord? Tu m'as expliqué un petit peu ce que c'était que pour toi les leviers d'épanouissement, donc faire des choses qui nous plaisent, trouver du sens à ce qu'on fait, donc c'est très important. Mais aujourd'hui, dans la majorité des cas que tu rencontres, quel est, au-delà de la confiance en soi, quel est le levier principal en général que tu vois les femmes activer qui leur permet d'atteindre un minimum d'épanouissement? Alors, je pense qu'on va revenir toujours à la même question. J'étais à un atelier, c'est important aussi de parler, de partager Non, ce qu'on entend. mais c'est ça qu'on doit partager. À un atelier, il y a environ 3 semaines, un atelier de femmes et tout ça. Et dans les partages, il y a une qui dit, moi, je ne peux rien faire sans mes enfants. Il y a l'autre qui dit, je ne peux rien faire sans mon mari. Et ce que moi je leur retournais comme question, c'est, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que ça compte pour toi? Bien sûr, Si ça compte pour toi, c'est OK. bien sûr. Tout compte, ça va compter pour une aussi qui se dit aujourd'hui, je ne veux pas être avec Marie, je ne veux pas être, je veux être seule. Donc, je m'enferme dans la chambre. Quand ils viennent taper même, je les chasse. Moi, même quand mes clients me disaient, j'ai dit, fais-le. C'est chic même. Donc, pour moi, ça se résume en fait à comment on perçoit personnellement ces choses-là. Parce que on ne va pas forcément généraliser. Ta situation n'est pas la mienne, ma situation n'est pas la tienne. Donc, si je ramène à moi, c'est le levier, quel est le levier que j'affecte et j'active aujourd'hui. Et il y a beaucoup de femmes pour lesquelles ça revient toujours, c'est la famille. C'est-à-dire, c'est la vie de famille, c'est-à-dire le mari, sont les enfants. Et parfois, tu prends du recul, tu te dis attention à ce que tu vas lire parce que tu risques d'être vue comme une féministe. Et alors? Voilà. Et alors? Une féministe. Et alors? Oui, c'est pas grave ce que les gens pensent de toi. C'est ce que tu sais de toi qui compte. Ouais. C'est pas important là. Ce qui est important, c'est que chacune. Moi, je pense que les gens mélangent le féminisme. Être féministe, c'est justement laisser les femmes choisir d'être ce qu'elles veulent être. C'est ça la vraie définition du féminisme. C'est pas dire tu dois être là, tu dois être là. C'est que chacune, si je décide d'être une mère au foyer, de m'occuper de mes enfants et d'être heureuse dedans, c'est mon droit. Le droit des femmes, c'est tous les droits qu'elles ont. C'est pas, il n'y a pas un schéma de femme. Non, une femme doit travailler parce que tu as un mari qui est un mari responsable. Je disais l'autre jour qu'il y a un monsieur qui sur Twitter, qui dit que lui, il donne $7 000 d'allocation à sa femme pour ne pas qu'elle travaille, parce qu'elle n'a pas envie de travailler. Chaque mois, il lui donne $7 000. Mais ça, c'est pas vrai gars qui est là. En réalité, qui a envie de travailler? Si on te donne $7 000 par mois, tu vas pas t'asseoir, tu vas pas aller faire ton shopping. Au minimum, ton salaire. Je blague. Mais bon, chacune doit faire ce qui lui plaît et ce qui lui parle. Moi, j'ai des amis qui ont, en conscience, décidé de s'occuper de leurs enfants, de ne pas travailler, et parce que c'est leur choix. Et c'est un choix à respecter. Moi, je pense qu'il faut démystifier les choses et respecter le choix de chaque personne. Le choix qui l'épanouit. Parce que là où je veux pas que la personne fasse des choix et après vienne se plaindre. Oui. C'est la partie du film qui fatigue. Ils viennent se plaindre pour dire, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, généralement, quand il y a ce genre de situation, c'est toujours amener la question, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Pour changer les choses. Pour changer les choses, exactement. Et il y a encore du travail, ça c'est certain. Non, c'est normal. Il y a du travail pour tout le monde, même pour nous. Ouais. Mais parce qu'il y a du travail dans le monde entier. Oui. Parce que on est... et je discutais avec un autre coach qui me disait, même si à un moment tu arrives à t'épanouir, la vie, elle arrive à tout le monde. Oui. Il y a des challenges qui viennent, tu es dans ton épanouissement, tu vis ta best life, tu es épanoui, tu trouves du sens, et puis quelque chose se passe. Parce que c'est la vie. Ça fait partie du processus. Maintenant, dans le processus, on apprend toujours à comment est-ce que je vais gérer cette situation pour pouvoir soit me relever, soit me remettre émotionnellement. Parce que ce n'est pas facile. Et je dis toujours, ceux pour qui la vie est le plus facile, ils sont au cimetière. Oui. Faut qu'on le dise. C'est vrai. Non, c'est une réalité. Quand je vais aller dans ces périodes, j'ai dit, Joe, allez les retrouver, comme ça vous allez vous reposer. Nous, ici, là, on est dans le combat. C'est la life qui est là. Non, je suis totalement d'accord. Pas plus tard que je disais,
qui vous a dit que ça serait facile? Parce que parfois, c'est ça. On pense que oui, quand on fait le choix de faire telle ou telle chose, les choses vont se mettre en place et tout va bien se passer et tout. Non, personne ne nous a dit que ça allait être facile. Mais il faut apprendre à accueillir les challenges et puis à les gérer. Dans tous les cas, on ne peut recevoir que tu ne pourras jamais avoir un challenge que tu ne puisses pas gérer. Si ça vient à toi, ça veut dire que quelque part, c'est parce que tu peux gérer. Tu gères et tu continues, comme tu dis, ta best life, quoi. Mais c'est pas parce qu'on est épanoui qu'on n'a pas de problème, on a tous. Exactement. Non, c'est important qu'on en parle parce que il faut bien clarifier les points, tu vois, parce que c'est la gestion aussi des choses qui arrivent. C'est important de gérer la réalité. La réalité de la vie qui vient, je suis très épanouie. Mais je pense que dans le travail sur soi, plus on travaille sur soi, plus on apprend à gérer les choses. Et on se dit, bon, les choses sont là, c'est pas facile. Je vais avoir un moment difficile, un moment de, voilà, ça va, le flottement émotionnel, je vais devoir gérer mes émotions, je vais devoir gérer les choses. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage aussi de la vie. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. C'est très important. Et moi, j'ai envie de dire parfois aussi, si on pense à un c'est comme se dit, il faut que tout soit bien. Il faut que tout soit beau. Il faut que tout soit possible. Et on oublie parfois cette notion de dualité qui constitue l'équilibre en lui-même. Le yin et le yang. Oui, il y a la nuit et le jour, le blanc et le noir, et c'est tout ça qui constitue l'équilibre même de la vie. Donc on a des événements heureux, on a des belles choses qui arrivent, il faut aussi accueillir ces choses qui sont moins belles parfois, mais qui viennent en fait pour créer un certain équilibre. Et ça... c'est important d'en parler. Alors moi, je voudrais savoir, Aminata, quelles sont les valeurs qui, toi, t'animent? Si tu dois partager 3 valeurs importantes pour toi. Alors, pour moi, la première valeur, c'est l'amour. Parce que c'est l'une des plus belles valeurs qui soit. L'amour peut tout, comme on a l'habitude de dire. Et chaque jour, la question, c'est comment j'apporte un peu plus d'amour que pour moi, aux personnes que j'aime. Comment je peux ça. Et la deuxième valeur, c'est le partage. Cette notion de générosité, de pouvoir apporter de la valeur. Et je me dis que toutes les personnes que je rencontre sur mon chemin puissent bénéficier d'un peu de générosité de ma part. C'est beau. Et la troisième valeur, c'est aussi l'impact qu'on a envie d'avoir. On sait qu'on peut apporter quelque chose, on sait qu'on peut impacter. Et il est important de pouvoir à chacun son niveau impacter du mieux qu'il peut. Donc ces 3 premières valeurs-là, je me dis, ça compte énormément pour moi. Et chaque jour, je me pose encore cette question. Est-ce que tu es en train d'y arriver? Est-ce que tu es en train d'incarner ces valeurs? Est-ce que tu es en train de les vivre? Et puis, ça me permet de réajuster les choses, ça me permet de m'améliorer aussi. Voilà, et puis de continuer en m'assurant que voilà, on laisse quelque chose qui compte, même si demain on n'est pas là, même si on part aujourd'hui, est-ce qu'on a laissé... Et Dieu nous donne longue vie, par exemple, de bonnes choses. Aujourd'hui, là, on part nulle part, on est là. C'est quoi ça? Inch'Allah. Est-ce qu'on a pu laisser quelque chose, en fait, voilà, dans ce monde? J'ai une autre question pour toi. Tu sais qu'on parle beaucoup, nous, l'essentiel, on parle beaucoup de soft skills, de compétences comportementales. Quels sont pour toi les 3 soft skills importants aujourd'hui pour évoluer dans un monde professionnel, partout, pour évoluer, pour naviguer, je dirais, même pas évoluer, naviguer confortablement. Confortablement, que ce soit en entreprise ou ailleurs, dans l'ailleurs. Pour moi, la première compétence qu'on devrait développer, c'est le leadership. Le leadership, pourquoi? Parce que... Il y a quoi dedans? Moi, tu sais, le mot leadership, là, les Africains, de toute façon, on a gardé ça, là. Faut bien expliquer. Parce que moi... Le leadership, c'est-à-dire que avoir cette capacité d'influencer sa propre vie d'abord. Son leadership de soi. Le leadership de soi, il faut bien préciser. Personnel. Voilà, leadership de soi. J'aime bien le self-leadership. C'est ça. Avoir un impact sur soi. Sur soi.
Comme il y a une chanson qui dit comment un influenceur qui s'est dit influenceur n'arrive pas à influencer sa propre vie. Oui, j'ai entendu ça quelque part. Voilà. Donc, L'influence a commencé par moi. commence par moi. Comment D'accord. j'influence ma propre vie. D'accord. C'est très Et important de préciser très parce que important. leadership, Oui. dans le comme ça, là, Oui. c'est compliqué. Comment j'arrive à influencer ma propre vie et par, comment on dit, par conséquent, influencer aussi la vie de ceux qui sont autour de moi. Pour moi, c'est important. Qu'on soit en entreprise aujourd'hui, c'est pas parce que... Et il y a une erreur, justement, par rapport... Tu fais bien d'en parler, qu'on fait justement avec la notion de leadership, c'est de se dire que pour être un leader, il faut être manager. J'ai entendu... Il faut être un chef tellement- même. Pour être un chef, j'ai entendu tellement de Oui, personnes j'entends dire ça du ça. matin au soir. Peu importe votre position en entreprise ou pas, vous devez avoir, comme tu dis, le leadership de soi. Leader votre propre vie. Influencer votre propre vie naturellement de manière positive. Comment je fais chaque jour pour améliorer ma vie. Donc, leadership de soi. Deuxième compétence, l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire être capable de comprendre ses émotions, de les accueillir, de réussir à les réguler. Être capable aussi de comprendre les personnes qui nous entourent, leurs émotions, comment j'arrive à interagir avec toutes ces personnes qui ont différentes personnalités, en tenant compte, bien sûr, de toutes ces émotions-là qui peuvent ressurgir, et avoir une maîtrise de soi, peu importe la situation, parce que si on n'a pas de maîtrise de soi, une situation arrive tout de suite, on a sous l'impulsion, on veut réagir, on veut agir et tout, et finalement, on finit par faire quelque chose ou poser des actions qui deviennent regrettables pour nous après, sauf que c'est déjà fait. Donc, il faut apprendre justement à maîtriser ses émotions, à les réguler et à se dire tout ce qui vient, les émotions que je vis là, ça arrive pour quelque chose, qu'est-ce que ça me dit, quelles sont les informations que ça me donne et comment je pourrais en fait réajuster tout ça. Et ça va me permettre de prendre de meilleures et de bonnes décisions. La troisième compétence, c'est, je vais dire, l'audace pour moi. L'audace, franchement, on peut ne pas être capable, on peut ne pas être bonne, on peut ne pas être excellent, mais on peut oser. Oser prendre, se dire, je mérite quelque chose, je me donne des moyens d'aller les chercher. Même quand j'ai peur, j'apprends à naviguer avec cette peur. Dans tous les cas, il nous arrive tous d'avoir peur et Bien c'est sûr, normal. absolument, c'est humain. Voilà, et la question c'est comment je gère avec la peur, comment j'apprends à avancer malgré la peur. Et pour moi, c'est important. Donc, l'idée, sa vie, avancer, Leadership de soi, leadership de soi, intelligence émotionnelle, gestion de ses émotions, comprendre et ensuite avoir l'audace d'agir. Malgré la peur, avancer. L'action, pour moi, c'est l'action. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Waouh, ça passe vite. Déjà? Je te dis, ça fait presque 1 heure qu'on est là. Et j'aimerais que tu dises ton conseil à notre audience. Aux charismatiques. Ouais, je vous dis, je reçois que des charismatiques. Encore, vous avez vu une dose de charisme que vous avez reçue. Vous recevez trop de charisme ici. Alors, je te dis merci déjà, Nabou, pour cette belle invitation. C'est moi qui te remercie. Bon, J'ai pris ton temps quand même. Hein. C'est le temps des coachs chez l'argent, hein, comme tu le vois là. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire à la fin de cette belle session? C'est que la première chose, c'est ayez une vision. Ayez une vision. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Très important. Ensuite, osez. On a parlé d'audace. Je pense que durant toute cette heure-là, on a parlé d'audace. Osez, même si vous avez peur. N'ayez pas peur. Donnez-vous les moyens d'aller à la conquête de vos rêves. Osez. Sinon, vous serez en train de passer à côté de belles opportunités. Et troisième chose, apprenez, grandissez chaque jour. Grandissez, investissez. N'attendez pas que ce soit les autres qui investissent en vous pour vous faire grandir. Faites le choix intentionnel de grandir chaque jour. Lisez des livres. Faites-vous coacher. Écoutez, venez sur la chaîne Nabou. Abonnez-vous, parce que tu des abonnés. Abonnez-vous et surtout, venez regarder les vidéos parce que Nabou apporte
énormément de valeur. Elle est tellement généreuse et ces vidéos, même moi, je prends plaisir à les Merci de ton soutien, je sens que tu suis. oui. Je vois tes commentaires. Grandissez chaque jour parce que vous allez pouvoir, ça va vous rapprocher. Plus vous grandissez, plus vous vous rapprochez de vos rêves, plus vous vous donnez les moyens de concrétiser votre vision. Et dernière chose, on n'a qu'une seule vie, on n'en a pas deux. Ne passez pas à côté de votre vie. Vivez-la pleinement, de manière utile et surtout, soyez heureux. Oh là là, merci beaucoup Aminata pour ces beaux conseils. Alors, c'est avec regret, on doit refaire une autre. Moi, je dis à tout le monde, vous revenez, hein. Tu reviens quand tu veux. En tout cas, merci pour ce beau partage, cette belle heure. C'était magnifique, j'ai adoré. Et je pense que vous avez adoré autant que moi. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Pour ceux qui ont suivi, merci d'être là. Pour ceux qui sont abonnés, triple merci.